Je suis le docteur Candice Chauffour, gynécologue obstétricienne au CHU de Clermont-Ferrand. Je vais aborder avec vous la prise en charge en cas d'endométriose en FIV. Si on s'intéresse aux résultats de la FIV en cas d'endométriose, en cas d'infertilité dans un contexte d'endométriose, les résultats de la prise en charge en assistance médicale à la procréation par FIV en termes de taux de grossesse et de naissance ne semblent pas être affectés par l'existence d'une endométriose, et ce, quel que soit le stade. Par contre, en cas d'endométriose, le nombre d'ovocytes recueillis semble être plus faible, notamment en cas d'endométriose sévère. Il n'y a pas de données suffisantes sur les taux cumulés de grossesse, incluant les transferts d'embryons congelés. En ce qui concerne le phénotype des lésions d'endométriose, celui-ci ne semble pas non plus influencer les résultats de la fécondation in vitro. En ce qui concerne le type de protocole à utiliser en cas d'endométriose, il n'y a pas de différence pour le taux de grossesse entre un protocole agoniste et un protocole antagoniste chez les patientes qui présentent une endométriose. Dans ce cadre, les données de la littérature ne permettent donc pas de recommander le choix d'un protocole agoniste ou d'un protocole antagoniste chez les patientes qui sont atteintes d'endométriose. En ce qui concerne le traitement médical avant la stimulation ovocytaire, il n'y aurait pas d'effet négatif à l'utilisation prolongée d'un pré-traitement par agoniste de la GnRH sur les résultats en fécondation in vitro. Son effet serait même plutôt en faveur d'une amélioration des résultats en cas d'endométriose sévère. La contraception œstroprogestative en continu, 6 à 8 semaines avant la FIV, améliorerait les résultats de la FIV en cas d'endométriose, et ce, quel que soit le stade de la maladie. Ainsi, dans un contexte d'endométriose, et dans le cadre de la prise en charge en fécondation in vitro, il est donc recommandé de mettre en place un pré-traitement avant la stimulation, que ce soit par analogue agoniste de la GnRH ou par contraception œstroprogestative. En ce qui concerne la technique sur le mode de fécondation, que ce soit la fécondation in vitro classique ou la fécondation par injection intracytoplasmique de spermatozoïdes, celle-ci ne change pas les taux de grossesse. Ainsi, l'endométriose n'est donc pas une indication pour privilégier l'ICSI par rapport à la FIV classique en première intention, en l'absence de facteurs masculins associés. Si on s'intéresse au cas particulier de l'adénomiose, bien que ce diagnostic d'adénomiose reste mal défini dans les études, avec des groupes étudiés assez hétérogènes, il semblerait que l'adénomiose soit un facteur négatif sur les taux de grossesse en fécondation in vitro. La part de l'adénomiose dans les études sur les taux de grossesse reste difficile à évaluer, notamment en cas d'endométriose associée. Le taux de fausse couche semblerait supérieur en cas d'adénomiose en fécondation in vitro, et l'utilisation d'agonistes de la GnRH semble améliorer les résultats de la FIV en cas d'adénomiose. Si on s'intéresse à l'endométriose récidivante, en cas d'infertilité d'endométriose récidivante, les résultats d'une chirurgie itérative ou d'une prise en charge en FIV sont comparables en termes de taux de grossesse. La stratégie de prise en charge doit donc tenir compte à la fois de la symptomatologie de la patiente, des risques opératoires d'une nouvelle chirurgie et d'autres facteurs d'infertilité associés. Ainsi, dans ce cadre-là, une concertation médico-chirurgicale est donc recommandée pour trouver la prise en charge la plus adaptée à la patiente. Si on s'intéresse à l'évolution de l'endométriose avec la FIV, notamment les effets de la stimulation sur la maladie, les études sur la stimulation de l'ovulation pour FIV ne montrent pas d'aggravation des symptômes liés aux lésions d'endométriose, notamment sur les scores de qualité de vie. Elles ne montrent pas non plus d'accélération de son évolution avec l'analyse de la taille des lésions d'endométriose et ne montrent pas non plus d'augmentation du taux de récidive de la maladie. Il n'y a donc pas d'effet de la stimulation pour FIV sur l'évolution naturelle de l'endométriose. Des complications ont été décrites
liées à l'endométriose, mais ce sont souvent des case reports et ça reste des événements rares et donc qui peuvent être parfois sous-estimés. Dans tous les cas, le lien de causalité entre la stimulation ovarienne et la complication est difficile à établir, puisqu'il peut s'agir de complications qui apparaissent également en dehors de la FIV et des fois dans des délais qui sont assez loin de la stimulation. Si on s'intéresse à la place de la chirurgie avant fécondation in vitro, en cas d'endométriose superficielle, donc pour les stades 1-2, il n'existe à l'heure actuelle pas de données suffisantes de bon niveau de preuve quant à un effet positif ou négatif de la chirurgie de l'endométriose péritonéale superficielle sur les résultats de la prise en charge en AMP par fécondation in vitro. Donc, dans un contexte d'endométriose et d'infertilité, il n'est donc pas recommandé de réaliser un traitement chirurgical de l'endométriose superficielle en première intention dans le seul but d'augmenter les chances de grossesse en fécondation in vitro. En ce qui concerne les endométriomes, il y aura un chapitre qui sera dédié, c'est une option qui reste discutable et qui sera à juger au cas par cas et notamment en fonction de la réserve ovarienne de la patiente. En cas d'échec de FIV, la place de la chirurgie, en cas d'échec de plusieurs tentatives de FIV, a été peu étudiée dans la littérature. Des études non contrôlées évoquent la possibilité d'une amélioration des chances de grossesse en FIV après chirurgie. Donc dans ce cas, après échec de plusieurs tentatives de FIV, dans un contexte d'endométriose profonde, une concertation médico-chirurgicale est recommandée pour discuter d'une chirurgie de l'endométriose. En ce qui concerne l'endométriose profonde, les taux de grossesse en FIV en cas d'endométriose profonde en place ne sont pas différents du taux de grossesse obtenu par FIV dans les autres indications de fécondation in vitro. Les études qui comparent les chances de grossesse après fécondation in vitro, précédées ou non d'une chirurgie, ne permettent pas, à ce jour, de conclure sur l'intérêt de la prise en charge chirurgicale des lésions profondes avant FIV, en dehors d'une symptomatologie douloureuse associée. L'absence de bénéfice évident de la chirurgie sur les taux de grossesse en assistance médicale à la procréation doit être mise en balance avec le risque de complications post-opératoire immédiate de la chirurgie. La FIV première trouve donc sa place en cas de récidive d'une endométriose opérée ou d'abdomen chirurgical, d'adénomiose, d'endométrium bilatéraux et des autres indications associées de fécondation in vitro, notamment une altération de la réserve ovarienne, des fonctions spermatiques altérées ou une cause tubaire associée. Je vous remercie pour votre attention.